All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. Il faut croire que Katt Williams était très bien informé. Le 25 mars 2024, date d'anniversaire de Life After Death de Biggie, drôle de coïncidence, les propriétés de Los Angeles et Miami appartenant à Diddy ont été perquisitionnées simultanément. Le staff et les fils de Diddy qui étaient sur place se sont retrouvés menottés. Par contre, le concerné, lui, est resté introuvable. La seule chose qu'on verra de lui, c'est cette vidéo où on le voit marcher désemparé à l'aéroport de Miami. À partir de là, de nombreuses hypothèses ont commencé à circuler. Diddy veut prendre la fuite, il aurait pris son jet Air Love en direction d'un pays où il n'y a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis. Alors, les accords d'extradition, c'est quoi? C'est simplement lorsque le pays qui va accueillir Diddy n'est pas obligé de renvoyer le ressortissant américain, c'est-à-dire Diddy, dans son pays. C'est par exemple ce que Russell Simmons a fait. Alors Russell Simmons, c'est le boss de Def Jam qui a été accusé d'agression sexuelle et qui a décidé d'aller s'installer à Bali et de ne plus jamais revenir aux États-Unis. Mais bref, après de nombreuses spéculations hasardeuses, on sait aujourd'hui que Diddy n'a jamais quitté les États-Unis. En réalité, il a parlé même avec les fédéraux et son jet privé était à Opa-locka en Floride. Effectivement, il a décollé en direction d'Antigua, donc c'est une petite île dans les Caraïbes, mais lui n'était pas à bord de cet avion. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, Diddy n'est pas inculpé. D'accord? Donc il est en liberté. Et d'ailleurs, il a tenu à nous le faire savoir. Il y a plusieurs petites vidéos et photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a déjà cette photo avec ces deux filles que je vous ai déjà partagée. Il y a aussi cette vidéo avec Stevie J et je crois son coach sportif où on le voit en train de sourire, histoire de nous laisser croire que tout va bien. Et il y a aussi cette vidéo où on le voit en train de danser en solo dans sa maison de Miami. Et plus récemment, on l'a vu faire du vélo à Miami. Alors cette info par exemple est sortie après que j'ai réalisé cette vidéo. Donc en fin de vidéo, je vais revenir sur des faits qui me semblent importants que j'ai pas pu traiter au moment où j'étais en train d'écrire cette vidéo. Comme vous allez le voir, il y a énormément d'informations. Donc en fin de vidéo, je vais revenir sur certains points. Putain, j'ai une grosse tête avec ce plan là. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Diddy, vous savez qu'il aime énormément danser. Donc le voir danser comme ça, c'est un moyen pour lui de nous dire que tout va bien et qu'il va traverser cette période compliquée et que tout va revenir à la normale. Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi simples pour Brother Love. En réalité, les fédéraux sont sur son dos et c'est pas très beau. Alors tout ça a été déclenché par un certain Rodney Jones, un auteur-compositeur qui a porté plainte contre le magnat de la musique pour trafic sexuel, agression sexuelle, détournement de mineurs, trafic d'êtres humains, consommation de drogue forcée, bref, tout ce qu'il y a de plus grave en fait. Il a monté un dossier d'accusation de 75 pages que je me suis d'ailleurs tapé, où il décrit en détail tout ce qu'il a subi, il a mis les dates, il a donné grave des précisions sur tout ce qu'il a vécu. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va revenir sur les choses les plus importantes qui ont été mentionnées dans ce dossier d'accusation, d'accord? Donc j'ai fait ça par thématique, et ensuite on va voir tout ce qui ne va pas justement dans ce dossier, et ensuite je vous donnerai mon avis un petit peu sur Diddy. Est-ce que c'est le Jeffrey Epstein du hip-hop? Je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps, donc j'ai besoin de sentir votre force, d'accord? Donc yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode d'Affiliated. Sans plus attendre, on y va. Courant août 2022. Alors qu'il est en live avec Timbaland, Diddy déclare quelque chose qui va déchaîner les passions, et en particulier les fans d'R&B. Shout out à Stevie. Ces quelques mots vont créer un véritable débat dans toute la sphère du R&B, des passionnés de musique, et aussi ça aura pour répercussion de faire parler de lui, Diddy, et de son nouveau projet. Il a monté un nouveau label depuis peu qui se nomme Love Records. Donc en plus de s'être rebaptisé Love ou Brother Love, il a donc lancé un label qui s'appelle Love Records, et la mission principale de ce label, c'est de faire renaître le R&B. The R&B Renaissance, comme il dit. Il pointe du doigt les raisons pour lesquelles le R&B a perdu en popularité. Renaissance, R&B is important for the balance and the frequency of life. Babies wouldn't be made without R&B. You know that babies would not be made without R&B.
the frequency of love, something that you could go listen to when your heart is broke, something you could go listen to when you fall in love. And so that's what I'm here to unify us with, you know what I'm saying? Alors pour accompagner le lancement de ce nouveau label, Diddy annonce quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, qui est de préparer un nouvel album. L'album s'appelle lui-même The Love Album of the Grid, et pour cela, ce dernier réunit ceux qu'il appelle les Hall of Famers et les futurs Hall of Famers pour participer à la création de ce projet. Et parmi les futurs Hall of Famers, il y a un certain Rodney Jones, alias Lil Rod. C'est un auteur-compositeur au talent reconnu dans le milieu et qui a déjà travaillé avec quelques artistes établis, notamment T-Pain, Jeremiah ou encore Musiq Soulchild. Ce dernier est invité à travailler sur le Love Album et pour ce faire, il ira vivre avec Diddy pendant une période de 9 mois. Donc c'est le temps de la production de cet album et au total, il travaillera dessus pendant 13 mois. Une consécration pour ce producteur qui nous partagera via les réseaux sociaux son style de vie hors du commun avec le boss de Love Records. Il fera des balades en bateau, rencontres avec tout le gratin des célébrités et surtout, il nous montrera plein de moments de joie avec Diddy lui-même. À travers ces quelques posts, on pourrait croire que l'auteur-compositeur vit sa meilleure vie. Il travaille auprès des meilleurs sur l'album d'une légende, le tout gracieusement payé. Eh bien, c'est sur ce dernier point que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Been working on an album. I took a year off straight working on this album. That album is the Love Album, Off the Grid by Diddy. And it's Grammy nominated right now as we speak. I should be celebrating, but the truth is I'm not. I've tried to get my business straight with them on this album, but the truth is they're not playing fair. They hit me on below the belt on so many situations. The contract that they gave me and the offer that they gave me was just disgusting. The producer fee, pennies. Alors d'après ce que Rodney dit, il devait toucher 50 000 € globalement pour sa participation physique à la création de l'album, donc ce qui est pas beaucoup. Il a déjà touché 29 000 € et il lui en reste 21 000. Et pour ce qui est de ses publishing, eh bien, il doit oublier en fait. Alors les publishing, c'est les éditions, je vous en ai déjà parlé, et les éditions, c'est ce qui permet aux auteurs-compositeurs de pouvoir réellement vivre de leur musique sur le long terme, d'accord? C'est à chaque fois que la musique d'un artiste va être diffusée à la radio, à la télé, bref, dans un média ou en boîte de nuit, l'auteur-compositeur va toucher une forme de commission sur la diffusion de cette musique, d'accord? Donc c'est très important pour les auteurs-compositeurs, aussi bien aux États-Unis qu'en France. En France, c'est la SACEM qui s'occupe de récolter d'ailleurs cet argent et de le redistribuer aux artistes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le fonctionnement de la SACEM, et si tu t'inscris actuellement sur ma newsletter, tu recevras bientôt ma vidéo sur la SACEM, où je t'explique exactement comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une newsletter qui parle de culture et de business. En particulier, je parle du business des créateurs de contenu et des créateurs dans la musique, et je vais bientôt attaquer les créateurs dans la mode, et le but c'est de vous donner un maximum d'informations sur ces domaines-là pour vous aider à vous lancer, que ce soit dans la création de contenu, dans la musique et bientôt aussi dans la mode. Et aux États-Unis, les droits d'auteur ne sont pas comme en France, on peut te les prendre en quelque sorte, d'accord? Et c'est exactement ce que Diddy a fait. Et malheureusement, 50 000 € c'est quoi? C'est le prix d'une chaîne pour un rappeur, ce qui est d'ailleurs pour moi beaucoup trop élevé. Je vois pas pourquoi tu devrais investir autant d'argent lorsqu'il y a Chain Nation. Merci à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir autour de mon cou, j'ai une chaîne Chain Nation et aujourd'hui j'ai opté pour ma chaîne avec les petites sphères comme ça que je trouve assez sympa, discrète et qui envoie du lourd. À ça j'ai combiné avec la montre que j'ai l'habitude de mettre, je trouve ça vraiment parfait. Alors Chain Nation, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, qu'est-ce que c'est exactement? Chain Nation, c'est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes qui a pour mission de te rendre frais à un prix acceptable. Alors bien sûr tu peux aller customiser et te faire des chaînes qui coûtent très cher, d'accord, mais je trouve que c'est pas très smart. Vaut mieux acheter des produits de bonne qualité qui sont sympas. Alors bien sûr vous n'êtes pas sur des vrais diamants ou ce genre de choses là, encore que vous pouvez demander à Chain Nation de vous en faire parce que c'est aussi leur spécialité, mais l'idée pour eux c'est de vous proposer des produits qui soient accessibles, qui soient beaux, qui passent bien. Alors Chain Nation a pensé aux beaux jours, alors sache qu'ils ont sorti leur nouvelle collection appelée Stars and Flowers. Alors c'est une toute nouvelle collection qui vous est proposée avec des bijoux de qualité supérieure et
parfait pour les beaux jours qui arrivent. Je vous laisse les découvrir comme vous pouvez le voir. Ça fait très floral. C'est vraiment parfait pour cette période printemps-été. Il y a un vrai travail esthétique derrière. Parfait pour accompagner vos meilleurs outfits. Mais c'est pas fini. En plus de te proposer des pièces de qualité, tu peux également profiter de l'offre. Un produit acheté, un produit offert. La collection a déjà eu un énorme succès et c'est quasi sold out. Donc si tu veux cop ta pièce, n'attends surtout pas, c'est maintenant que ça se passe. Pour ma part, je suis déjà chanceux car d'ici peu, vous me verrez avec quelques pièces de cette nouvelle collection Stars and Flowers. Donc tenez-vous prêts. Donc toi, si tu veux te faire plaisir, le lien se trouve dans la description et épinglé sur le premier commentaire. Je reprends la vidéo. Alors Diddy n'est pas étranger à ce type d'accusation. Tout le monde sait qu'il a l'habitude de très mal payer ses artistes, voire même de les dépouiller de leurs masters ou de leurs éditions. C'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui. Alors publiquement, quasiment tous les artistes signés chez Bad Boy s'en sont plaints. Je pense notamment à The Lox, Danny T. Kane, Shine, Maze et tant d'autres. D'ailleurs, Maze, l'un des artistes les plus importants de Bad Boy, en parle régulièrement et encore là, il n'y a pas si longtemps. Because I'm trying to be nice. I never got paid what I was worth and I never got the respect I was worth. So the disdain that I got for Puff is more like, you trying to keep me here, nigga. Et d'ailleurs, ce dernier l'a clashé sur scène. Since Cain killed Abel, I'm able to kill Cain. And love don't steal, my nigga, change your name. Et donc Lil Rod ne compte pas lui aussi se laisser faire et il se lance donc dans une guerre publique contre le boss de Bad Boy et demande à sa communauté de le soutenir financièrement via un GoFundMe. Donc c'est très chaud. Il compte à ce moment-là traîner Sean Combs en justice et donc depuis début février, le dossier d'accusation de Rodney Jones est diffusé dans les médias et ce qu'il révèle est tout bonnement à vomir. En plus de révéler qu'il n'a pas été payé à sa juste valeur, il explique qu'il a été victime de tellement de choses horribles en fait. Donc il nous révèle une série d'horreurs en 75 pages et donc il a déposé une plainte fédérale, ce qui veut dire que c'est le FBI qui va se charger de l'affaire. Pour, comme je l'ai dit, pour agression sexuelle, trafic d'êtres humains, consommation de drogue forcée et plusieurs autres agressions. Et tout ça donc contre Sean Combs lui-même, donc Diddy, son fils Justin Combs, Christina Koram, l'assistante de Diddy, mais aussi Universal Group, Lucian Grange, le PDG d'Universal Group, Ethiopia Abtemariam, la CEO de Motown Records. Et donc, il réclame 30 millions de dollars de dommages et intérêts. Énorme. Et donc, qu'est-ce que ce dossier affirme exactement, en plus de ces accusations? Et donc, le dossier affirme que Diddy aurait constitué un réseau puissant autour de lui, allant de l'industrie de la musique à la justice en passant par les forces de l'ordre, lui permettant d'agir en toute impunité. Et quand on parle d'un réseau qui permet à la fois de racketter et ou de commettre des crimes en bande organisée, quelle loi le FBI a prévue pour ça? Je te le demande. Eh bien, tu regardes mes vidéos, tu sais qu'il s'agit de la loi du RICO. Et donc oui, les fédéraux essayent de mettre Diddy et toutes les personnes que j'ai citées dans une affaire RICO. C'est une dinguerie. Bon là, ça commence fort. D'après les dires de Rodney, Diddy l'aurait préparé à avoir des rapports avec d'autres hommes, tout ça ensuite pour pouvoir le refiler à ses potes. Alors c'est ce qu'on appelle en anglais le grooming. Alors comment il s'y est pris exactement avec Rodney? Et donc ce qu'il décrit, c'est que pendant les mois où il a passé avec Diddy, il a été victime de caresses constantes et non sollicitées et non autorisées de son anus. Ah là j'utilise les termes exacts du document. Rodney devait aussi supporter de voir Diddy à poil, notamment lorsqu'il se lavait, il devait être dans la salle de bain avec lui pour échanger avec lui à travers la vitre transparente. D'ailleurs le côté nudiste de Diddy a été très largement documenté. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote qu'avait raconté sa cuisinière qui l'avait attaqué en justice à l'époque. Je crois qu'on est en 2018 à peu près. Elle disait que Diddy l'obligeait à le servir nu, en particulier après un coït qu'il avait eu avec une meuf. Donc elle est obligée de rentrer dans la chambre, elle le voit nu avec la meuf, elle lui a servi à manger et lorsqu'elle est sortie, il est sorti avec elle en remettant son peignoir et il lui a dit « Yo, did you like what you see ?» Donc en gros, yo, est-ce que t'as aimé ce que tu viens de voir? Alors je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'était l'attaque qu'il avait eu à son encontre. Ça m'avait marqué. Et donc c'est quelque chose qui revient souvent. Bref. Et donc revenons à Rodney. Il a tenté d'en parler à Christina Koram, l'assistante du boss, en mode yo, je n'aime pas le fait que Diddy touche à mon anus. Et elle lui a répondu Sean c'est Sean, hein. Donc Sean will be Sean, Sean Diddy Combs. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas. Imagine tu dis à quelqu'un hey, gros arrête de me toucher le cul et il te répond
Ah gros, tu connais, hein, je suis comme ça. Ça n'a aucun fucking sens. Et après, elle poursuit en disant, et ça c'est dans le dossier d'accusation par contre, ah, il fait ça parce qu'il t'aime bien. C'est un peu comme une sorte de chat. Dans le document, c'est écrit horseplay. Donc c'est un jeu un peu grossier, quoi. Et donc, en plus de ça, pour le grooming en question, Rodney affirme que Diddy s'est servi de son admiration pour Stevie J, le producteur à succès, membre des Hitmen et proche de Diddy, qui a cartonné notamment dans les années 90 et 2000. Et donc, il s'est servi de cette personne-là pour le pousser à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Rodney dit même que Diddy lui aurait montré une vidéo où Stevie J était en pleine action, en train de pénétrer un autre homme sans préservatif. C'est très explicite. Et donc tout ça, il l'aurait fait pour apaiser l'anxiété de Rodney Jones concernant l'homosexualité. D'après ce qui est dit encore une fois, Sean Combs aurait dit c'est une pratique normale dans l'industrie de la musique, regarde, même Stevie J le fait. Dinguerie, hein. Mais il se trouve, après quelques recherches, que cette vidéo, en tout cas que les screenshots qui ont été montrés dans ce dossier d'accusation, eh bien ce n'est pas Stevie J, c'est un certain Knockout, un acteur porno gay. Ce dernier a d'ailleurs déclaré que c'était lui sur les captures écran. Mais effectivement, avec le flou, tu pourrais croire que c'est Stevie J. Et donc déjà, lorsque tu vois ça, tu te dis « Ah, il y a quelque chose qui va pas dans le dossier d'accusation. » Et c'est pour ça que c'est important de vous le rappeler ici. Les dossiers d'accusation ne sont pas des faits, d'accord? Donc c'est des éléments qui ont été rassemblés par le plaintif, d'accord? Dans ce cas précis, c'est Rodney Jones. Donc le but pour lui, c'est de rassembler un maximum d'éléments pour pouvoir obtenir gain de cause. Et ici, c'est les 30 millions de dollars. Donc, ce dossier en question n'est pas parfait du tout. Et ça me ramène d'ailleurs au dossier d'accusation de Cassie. Comme vous avez pu le constater, c'est pas gris, c'est clairement noir, tu vois. Donc l'idée, c'est de pas montrer les nuances, etc. Le but, c'est vraiment d'inculper la personne au maximum. Et dans ce cas précis, ça n'a pas été fait d'une manière hyper correcte, puisque là, on a constaté que ce n'est pas Stevie J. Donc ce qu'il affirme est faux. Et il va y avoir aussi d'autres éléments qui vont revenir comme ça. On va en parler plus tard. Et Rodney affirme aussi qu'on lui a dit clairement que si il passait à l'acte, il gagnerait le Grammy Awards du Producer of the Year, donc le compositeur de l'année, le producteur de l'année. Alors, sur ce sujet-là, il y a pas mal de rumeurs, de bruits de couloir qui ont tourné, qui diraient que Diddy a l'habitude de proposer ce genre de choses-là aux gens qui travaillent avec lui. D'ailleurs, depuis ces accusations-là, il y a des personnalités qui ont déclaré publiquement que des proches qui étaient notamment des stagiaires ont été victimes de ça chez Bad Boy. Diddy aurait dit, bah voilà, si tu veux que le stage continue, tu dois coucher avec moi. And this, a male, and said that Puff had said, come home, stay the night with me, or the internship is over. And they said, absolutely not. He said, absolutely not. And the internship ended. Donc c'est des choses qui ont l'habitude de tourner, quoi. Et d'ailleurs, Diddy lui a dit qu'il a couché avec plusieurs personnalités. Et c'est ça qui a fait énormément parler. On va décrypter tout ça. Alors, tout d'abord, il y a Meek Mill. Alors, dans le document d'accusation, son nom n'a pas été mentionné à proprement parler, mais c'est écrit « le rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj ». Bon, ça peut pas être plus clair. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur les deux? Eh bien, on a des rumeurs, en fait. On sait que les deux sont proches depuis minimum 10 ans. Il y a énormément de photos et de vidéos où on les voit ensemble. Effectivement, parfois, ça a l'air un petit peu suspect. Tu as cette vidéo où tu vois Meek Mill dans une piscine où Diddy l'appelle Daddy. Hey, what's up, King Son? Man, you doing it, man. You deserve it, Daddy. You putting in that work. Proud of you. I love you. Mais pour être juste avec Meek Mill, Diddy appelle aussi d'autres hommes Daddy, tu vois, ça a été le cas notamment lors du Drink Champs lorsqu'il a appelé Nori Daddy. C'était bizarre si tu veux, mais on voit bien que Nori était mal à l'aise, donc c'est quelque chose que Diddy a dit naturellement en fait. Il a peut-être l'habitude lui de le dire à d'autres hommes, mais Meek Mill ne l'a pas dit de sa bouche. Yeah, I love this Drink Champs. I like when you like this, Daddy. Daddy, I like when you scrambling and scraping for shit. Ensuite, il y a cette vidéo, je crois que je vous l'ai déjà partagée, mais je vous la repartage ici parce que ça m'a fait vraiment rire. Il y a cette vidéo où Diddy fête son anniversaire et en gros Meek Mill part en freestyle et il dit à un moment donné fucking me good et là Diddy il se retourne et il est tout émoustillé en quelque sorte. Putain, Diddy comment il s'est tourné. Fucking me good. En soi, c'est pas le fait qu'il porte la même chemise qui fait que les deux soient potentiellement, comme ils disent, zesty. Non, c'est en fait tous ces petits éléments mis bout à bout qui peuvent porter à confusion.
Mais très honnêtement, on n'a pas d'éléments concrets. Et je vous le redis ici, l'audio, c'est très certainement du faux, d'accord? Et cet audio, d'ailleurs, il a leaké juste après cette rumeur, tu vois? Donc c'est de la communication médiatique. Donc là, c'est vraiment les réseaux sociaux qui se sont emparés de l'affaire et qui diffusent des choses qui sont pas forcément vraies. En fait, on est dans une période, et c'est l'occasion de le dire ici, où il y a beaucoup de désinformation. Il y a des éléments qui sont vrais, d'accord? Mais en dehors de ces éléments-là, tu vas avoir beaucoup de choses fausses qui vont se glisser. Et très régulièrement en DM, je me retrouve à dire aux gens, non, ça c'est pas confirmé, ça c'est faux, voilà. Et je me rends compte à quel point les gens peuvent être pris facilement par tout ce qui est désinformation. Enfin, je le savais déjà, mais là c'est ouf, parce que je me disais qu'il y avait des trucs, c'est évident que c'est faux. Mais bref, tant que c'est pas confirmé, c'est faux. Et d'ailleurs, l'audio, clairement, à titre personnel, je pense que c'est clairement pas Meek Mill, parce que c'est pas sa voix. Voilà, tout simplement. Il faut savoir qu'on est rentré dans une guerre médiatique, et je vais sûrement en reparler un peu plus tard. Et quand tu es dans une guerre médiatique comme ça, l'idée c'est d'envoyer un maximum d'éléments, surtout dans une période où l'un des partis est un petit peu en faiblesse. Et dans ce cas précis, c'est Diddy. Ensuite, il a dit aussi qu'il aurait couché avec Usher. Alors, ce qu'il dit dans le document, c'est il a performé au Super Bowl et il a un show à Las Vegas qui cartonne. Alors, en ce qui concerne Usher, il y a pas mal de choses à voir. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'histoire entre Diddy et Usher? Alors, leur relation ne date pas d'hier, elle remonte aux années 90. Alors qu'il n'a que 13 ans, Usher a été envoyé à New York chez Diddy pour découvrir l'industrie de la musique et se forger artistiquement parlant. En gros, il a fait un développement artistique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Usher est originaire donc d'Atlanta. Donc, c'est un gars du Sud et New York, c'est très loin pour lui. Et donc, cette formation s'appelle le Flavor Camp. C'est comme ça que Usher la nomme. Et donc, le but pour lui, c'était de découvrir l'industrie de la musique, mais plus que ça, découvrir les personnalités et comment l'industrie fonctionne. Eh bien, je peux dire qu'il n'a pas été déçu. I went there to see the lifestyle, right? And I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody. Et donc, l'idée qu'un gamin de 13 ans soit allé vivre chez un magnat de la musique, on peut très facilement se faire des idées. D'ailleurs, il y a eu cette fameuse interview où Diddy parlait de faire du catch pour des cornflakes. Eh bien, ça n'a pas aidé, quoi. All for the frosted flakes because he used to always get them early. Now he's one of the richest stars in the world. Yo, what the f did Puff just say? Et donc ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas ce même type de rumeur pour Jermaine Dupri à Atlanta. Jermaine Dupri, grand producteur d'Atlanta, So Def, qui a travaillé avec beaucoup d'enfants stars, notamment les Chris Cross, Bow Wow, Justin Bieber. Eh bien, lui n'a jamais eu ce type de rumeur autour de lui, tu vois. Donc c'est drôle que ça revienne encore une fois sur Diddy. Sûrement parce que Diddy ne mettait aucune limite. Usher a vu absolument tout ce qui se passait, donc les gens ont tendance à croire que potentiellement il s'est passé plus que ça. Alors, est-ce qu'on a des éléments qui confirment ou infirment ça? Non, on n'en a pas. Là, on n'est que dans de la spéculation, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Usher a pris la parole dans un podcast il n'y a pas si longtemps pour dire qu'il a eu une super expérience au final avec Diddy. Est-ce qu'il est en train de le protéger? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais encore une fois, on n'a pas d'éléments à part l'affirmation de Rodney dans ce document d'accusation. Mais en ce qui concerne la sexualité d'Usher, il y a beaucoup de choses qui tournent sur le fait que potentiellement il soit gay. Alors il y a cet audio qui a circulé pendant un moment, c'est une discussion en off de la mère de Keke Palmer qui disait que notre Mr. Steal Your Girl est gay. Armand Williams. Et aussi autre chose, il y a quelques années, Usher a été accusé d'avoir transmis des MST à 2 femmes et un homme. According to a man, Usher, he's saying that Usher gave him herpes. Alors est-ce que Usher est bi parce qu'il a des enfants, Usher? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais pour ce qui est de la relation sexuelle entre Usher et Diddy, on n'a pas d'éléments encore une fois, donc c'est difficile de s'appuyer sur quoi que ce soit. Et en ce qui concerne Diddy, est-ce qu'il est des deux bords? Alors pause, je tiens quand même à dire que c'est très bizarre de s'intéresser à la sexualité des gens de cette manière-là. Habituellement, sur cette chaîne, on ne s'y intéresse pas, mais dans cette affaire en particulier, c'est ultra important de savoir, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on va s'attarder vraiment sur ce sujet. En ce qui concerne Diddy, est-ce qu'il est des deux bords? Aujourd'hui, il y a de fortes chances. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il n'y a pas de fumée sans feu, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont amené des éléments qui pourraient montrer que Diddy aime les hommes et les femmes. Il a laissé pas mal de témoins et de preuves, et par exemple, il y avait Wendy Williams il y a quelques années. Donc Wendy Williams, c'est une personnalité médiatique très populaire aux États-Unis qui s'est faite virer de la radio pour avoir dévoilé des photos compromettantes du rappeur. C'est cette photo-là. Et aussi, tu as une autre personnalité. Alors cette anecdote-là, un petit peu moins circulée, c'est un certain Fat Jewish, donc c'est un influenceur new-yorkais, qui aurait grillé Diddy en train de câliner un DJ très populaire. Because I opened the door and clearly I'm not supposed to be in there, and I look, and who is lounging in my direct eye line
Puff Daddy and Felix the House Cat, famed house music producer, Yeah, no, I know who that are is. basically spooning each other. I swear to God, they're basically spooning, and they're drinking a glass of Hennessy, and they're like sharing it, and they're all 100% on ecstasy. Like you can see Diddy's in like white linen being like, oh my God, like rub ice on my nipples, Right. you know, like oh you're one of my best friends. Donc avec ces quelques éléments, plus les choses qu'on m'a dites, plus tous les trucs qui tournent, ouais, il y a de très grandes chances que Diddy soit des deux bords. Alors, s'il est potentiellement des deux bords, il se peut qu'il ait fait effectivement des avances à Rodney. Mais est-ce qu'il a couché avec Meek Mill, Usher, TVJ ou je ne sais qui? Non, on n'a pas d'éléments en fait. Donc on peut pas s'appuyer sur ça. Ces éléments-là sont faits pour justement créer un gros boom médiatique. L'idée c'est qu'on puisse en parler, que ça puisse se diffuser à la mort. Et donc comme je te l'ai dit un peu plus tôt, l'idée c'était de préparer Rodney à passer à l'acte. Et ce moment est supposé arriver lorsqu'il se retrouve dans son yacht. Là-bas, Diddy le présente à un acteur célèbre qui n'est d'autre que Cuba Gooding Jr. C'est un acteur très populaire qui a notamment tourné dans Boys in the Hood ou encore dans Pearl Harbor. Et donc d'après ce qu'il explique, c'est que après les avoir présentés, il les abandonne dans le studio du yacht pour les laisser faire plus ample connaissance. Une fois seul, les choses dégénère. Cuba se rapproche de Rodney et s'assoit à côté de lui alors que ce dernier est assis en face de son ordinateur en train de composer. L'acteur passe sa main autour des épaules du compositeur et se met à lui caresser le bas du dos. Et ce dernier se dirige vers le haut de la cuisse. Extrêmement gêné, Rodney s'écarte de l'acteur et c'est seulement lorsqu'il utilise la force que Cuba stoppe ses avances. Tout aurait été filmé et voici une capture écran du moment. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage-là? Eh bien, alors je sais pas si Cuba Gooding Jr. encore une fois est des deux bords, mais ce qui est clair c'est que il n'est pas étranger à ce type d'agression malheureusement. Parmi les nombreuses accusations dont il fait l'objet, l'acteur a dû faire face à 30 femmes l'ayant accusé d'agression sexuelle entre 2019 et 2022. Ça a été l'une des cibles de MeToo. Et ça, c'est sans compter d'autres affaires qui ont éclaté ici et là, notamment dans un bar à New York où il a touché la poitrine d'une femme. Il y a d'ailleurs une vidéo de surveillance qui le montre. Donc Cuba, c'est quelqu'un qui connaît ça. Ça lui est vraiment pas étranger. Donc s'ils vont jusqu'au procès, ce sera visionné. Donc on verra dans quelques temps si tout ça est vrai ou pas. Donc à part ça, pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose. Alors cette accusation a moins fait parler et pourtant selon moi c'est probablement l'une des plus alarmantes parce que si c'est vrai, ça voudrait dire que Diddy a réellement le bras long et ça même auprès des forces de l'ordre. Alors je m'explique. Alors ça se passe au Chalet Studio à Los Angeles. Rodney Jones est en studio avec Diddy, Justin son fils, Christina Koram l'assistante de Diddy et d'autres personnes. Et donc ils sont en séminaire organisé pour le Love Album. Et donc pendant ce séminaire, l'un des amis de Justin qui s'appelle G dans le document en question est aussi présent. L'un des soirs de ce séminaire, une embrouille éclate entre Justin, G et Diddy. Et donc les trois continuent l'embrouille jusqu'à la salle de bain de ce fameux studio. Et donc dans cette salle de bain, au bout d'un moment, 3 coups de feu partent. Et donc tout le monde se réunit devant la porte, qui était en fait à 2 pas du studio. Et donc lorsque la porte s'ouvre, tu as Diddy et Justin qui quittent la salle de bain et laissent G allongé au sol, en position fétale, les 2 mains sur le ventre, gisant dans son sang. Rodney ira porter secours à G et demandera ce qu'on appelle les ambulances. Dans tout ce fracas, Diddy donnera une directive. Il n'a rien à voir avec ce qu'il vient de se passer. Il oblige également Rodney à mentir auprès des forces de l'ordre en disant que G a été victime d'un braquage qui a mal tourné en face du studio. Et d'après Rodney, eh bien, il a la preuve que tout ça s'est passé dans le studio. Il a d'ailleurs montré une photo d'une poubelle avec plein de sang. Et donc ce serait la fameuse salle de bain. Et donc ce fameux G serait mort suite à ses blessures. Et ce qui est clair, c'est que ni Sean, ni Justin ne seront inquiétés de quoi que ce soit. Personne n'en a parlé, c'est passé sous les radars. Et d'après Rodney, ce serait Fahim Mohamed, le chef de la sécurité de Diddy, qui aurait cleané tout ça. Il est très curieux ce Fahim Mohamed là parce que j'ai regardé pas mal de choses, j'ai fait des recherches. En dehors du fait que ce soit un real estate mogul, donc un gars qui a un véritable empire dans l'immobilier, il a même offert 40 hectares à son fils à 13 ans. C'est aussi quelqu'un de très suspect et de très particulier. Il y a beaucoup de mystères qui entourent ce gars-là. Par exemple, il y en a un de très bizarre, c'est que à 21 ans, alors qu'il venait à peine d'être diplômé de l'université, juste après la même année, il a été le directeur de la sécurité de Michael Jackson. Qui, à 21 ans, après avoir à peine été diplômé, peut obtenir un poste aussi important, en plus auprès de la légende de la pop? Ça n'a aucun
fucking sens. Donc du coup, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de faire des recherches à son sujet, parce que c'est pas normal d'être aussi haut placé à un si jeune âge. Et donc ce même gars qui était chef de la sécurité de Michael Jackson est devenu le chef de la sécurité de Diddy, et c'est lui apparemment, d'après Rodney, qui est en lien avec les forces de l'ordre et qui est en mesure de pouvoir cleaner toutes les bêtises autour de Sean Combs. C'est une dinguerie. Et donc en voyant ça, en constatant ça, Rodney se dit mais ce gars-là est capable de cleaner absolument tout, donc il faut faire attention. Diddy est réellement entouré de gens puissants qui sont en mesure de le protéger coûte que coûte. Et c'est à partir de là qu'il a eu d'autant plus peur, d'après ce qu'il affirme encore une fois. D'ailleurs, Rodney l'a dit. Pendant qu'ils étaient en studio, Diddy a dit « Mais moi, j'ai aucun problème ». Il s'est vanté de la fusillade de 1999 qui a blessé 3 personnes et qui a conduit Shyne à aller en prison. J'ai fait une vidéo sur Shyne, d'ailleurs, il y a quelques années. À ce moment-là, j'avais une grosse tête et des boutons. Mais allez voir cette vidéo. J'explique le parcours de Shyne et je reviens sur cette affaire-là si ça vous intéresse. Et donc, le boss de Bad Boy se vantait d'avoir les forces de l'ordre sous contrôle, d'avoir tué plusieurs personnes, d'avoir soudoyé des jurés, corrompu des témoins, bref, avoir fait le nécessaire pour s'en sortir. Et donc en voyant tout ça, je me suis dit waouh, c'est quoi cette affaire? C'est sûr que ça va encore faire parler. Et ça montre qu'effectivement Diddy a le bras long. Et ensuite, quelques jours plus tard, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que sur TMZ, un article a été publié où apparemment l'avocate de Diddy, donc l'avocate de Diddy, c'est Shawn Holley, c'est une avocate de la défense très connue qui a travaillé sur l'affaire de O.J. Simpson. Elle faisait partie donc du cabinet de Johnny Cochran, donc pour ceux qui connaissent. Donc c'est une avocate de renom. Et donc ce qu'elle raconte, c'est que ce fameux G a effectivement été victime d'un braquage, qu'on lui a tiré dessus à plusieurs reprises et qu'il est mort sur le coup, mais que les personnes qui lui ont fait ça sont arrêtées. Et d'ailleurs, elle a donné leur nom, c'est Rodolphe Flowers et Lauren Budley. Et ces 2 suspects attendent leur procès, d'accord? Donc elle a expliqué toutes ces choses-là. Et par exemple, cet article-là est passé sous les radars parce que en ce moment, effectivement, comme on est sur Diddy et qu'on est en train de dire qu'il est coupable, eh bien, on est en train d'omettre que de son côté, il est en train d'émettre en fait sa propre version des faits et qu'on ne prête pas attention à ça. Maintenant, est-ce que Rodney a raison ou est-ce que Diddy a raison? Ça, je ne sais pas, parce que pour le coup, les 2 versions sont tellement différentes qu'on a besoin de plus d'éléments. Comment on peut donner 2 versions aussi différentes? C'est vraiment abusé. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait du sang dans cette salle de bain, étant donné qu'il y a 7 photos, mais comment ce sang est arrivé là? Est-ce que G s'est vraiment fait tirer dans la salle de bain? On le saura un peu plus tard. Mais ce qui est clair, c'est que ça fait partie du dossier d'accusation et il se peut que Diddy soit aussi inculpé pour ça. I just had a conversation with somebody the other day. I said, I'm really, like, I'm a, like, with a W. Like, I'm a. But define that, though. Like, I'm a. Bon, les prostituées sont omniprésentes dans la vie de Diddy, d'accord? Tu en entends parler dans l'affaire de Cassie, en vrai tu la vois dans les clips et sûrement dans ses soirées, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors on va pas parler de toutes les prostituées dans la vie de Diddy, sinon on y est encore demain, d'accord? Là on va se concentrer sur 2 prostituées, 2 escortes qui ont été nommées dans ce dossier, qui sont vraiment importantes et qui peuvent expliquer beaucoup de choses aussi. Et donc on va se concentrer sur Young Miami et Daphne Joy ici. Donc ces 2 filles-là étaient rémunérées chaque mois pour travailler en tant que travailleuses du sexe pour Monsieur Combs et recevaient des paiements par virement bancaire. Donc ça c'est ce qui est dit encore une fois dans le document d'accusation. Et donc ce que Rodney dit aussi, c'est que Young Miami aurait transporté de la cocaïne rose pour Diddy à plusieurs reprises parce que Diddy est accro à cette drogue là et Young Miami a joué aussi le rôle de transporteur. Alors commençons par Young Miami. Young Miami c'est qui? C'est une rappeuse membre des City Girls. Donc City Girls c'est un groupe de rap qui en gros fait la promotion des meufs qui vont michetonner les mecs qui ont de l'argent. En gros tu vois, you fuck for a bag, tu scams les pour t'acheter un Birkin bag, tu vois ce que je veux dire? C'est bref, c'est voilà, c'est les City Girls. Et donc elle s'est exposée plusieurs fois avec Diddy comme s'ils étaient en couple. On l'a vu pas mal de fois en photo. Donc les gens se disaient qu'ils étaient en couple, qu'ils sortaient ensemble, mais en fait ils ne sortent pas ensemble, juste ils fricotent quoi, tu vois. Diddy lui fait des bisous, voilà, c'est tout, ça s'arrête à là. Et aussi Diddy c'est quelqu'un de généreux, donc on s'est dit qu'il y avait un truc, parce que déjà elle a lancé un podcast qui s'appelle Carisha Please, Carisha c'est son prénom, et donc jusque là il n'y a pas de problème, il a le droit de la produire. Par contre là où ça a commencé à poser problème, c'est qu'on s'est rendu compte que elle était en quelque sorte favorisée. Et quand je dis favorisée, c'est notamment au BET Hip Hop Awards. 2 années d'affilée, elle a remporté le titre de la meilleure plateforme hip-hop de l'année. Et là, tu peux dire, bon, peut-être que ça a cartonné, mais en fait, ce qui est ouf, c'est qu'elle a sorti que 4 épisodes.
4 épisodes dans l'année. Donc face à des podcasts qui sortaient toutes les semaines des épisodes, je pense notamment à Joe Budden, à Gilly et Wallo, etc., des podcasts qui cartonnent toutes les semaines, on peut se dire waouh, il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait que cette Young Miami qui a quasiment pas bossé sur son podcast ait remporté 2 années d'affilée un titre pareil? Donc les gens ont commencé à se dire waouh, peut-être que Diddy a mis un billet derrière au BET Hip Hop Awards. Moi je pense que c'est le cas parce que clairement 2 années d'affilée ça devient bizarre. Et là récemment il y a une interview qui est ressortie assez bizarre où les City Girls venaient de performer, donc elles descendent de scène et se font interviewer par une fille. Et cette fille-là, il semblerait que Young Miami l'ait déjà vue quelque part. Et donc elle lui dit j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Et donc là il y a une conversation très bizarre qui se fait entre les deux. Et donc c'est comme si elle se rappelle cette vue quelque part, mais elle ne sait plus exactement où. Je vous laisse regarder. How you feeling? Where you know me from? I don't know. Remember? We went on, where did we go? We went on a trip. Remember? Where we went? No, it was like a group of us. I can't remember. I know you. That's where I know you from. I know. Where? You remember now? Oh, okay. All right. Well, now we're here. Bon, clairement, elles se sont vues dans une à l'étranger, hein. Voilà, ouais, bon, enfin, on va le dire. Elle, c'est, voilà, clairement, c'est ça, c'est pour ça qu'elle rigole, elle donne pas de détails, et tu regarderas JT qui est là, donc elle a l'air un petit peu perdue, elle comprend pas ce qui se passe, donc tout simplement, elle a dû participer à un freak-off avec Diddy. Et ensuite, Daphne Joy. Alors, Daphne Joy, si tu as regardé ma vidéo où je parle de 50 et de Diddy, qui est sortie il y a quelques mois, j'explique que l'une des raisons potentielles de la haine de 50 envers Diddy, c'est aussi parce que Diddy est sorti ou fricote avec sa baby mama, Daphne Joy. Et donc là, elle apparaît dans ce document d'accusation et apparemment Diddy la payerait pour des services d'escorte. Donc là, on peut se dire que 50 était potentiellement au courant, d'accord? Donc il pouvait rien dire publiquement. Mais là, il y a un document d'accusation. Alors Daphne Joy a démenti sur Instagram et a aussi répondu à 50, d'accord, en lui disant que c'était pas normal qu'il réagisse de cette manière-là. Est-ce qu'il aurait été ok avec le fait qu'on menotte l'enfant qu'ils ont ensemble, comme ça, avec une arme pointée sur lui, d'accord? Donc elle a joué un petit peu sur les émotions. Donc clairement, elle est en train de protéger plutôt Diddy. Et aussi, ce qu'elle a révélé dans son message, c'est que 50 l'aurait agressé sexuellement. Clairement, ça a fait l'effet d'un pétard mouillé, parce que les gens sont en ce moment sur Diddy. Mais ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'elle fait exactement pour Diddy? Parce que tous les mois, elle était payée, et je pense pas qu'elle était payée 30 000 balles l'année, d'accord? Elle a dû être payée des centaines de milliers d'euros pour ses services. À ma connaissance, Daphne Joy, c'est un modèle des clips, c'est un mannequin globalement, mais elle n'a pas développé d'autres compétences depuis, tu vois. Puis ça fait très longtemps qu'on la voit pas dans des clips ou dans des choses comme ça. Elle n'a pas une très grosse popularité, et je vois pas ce qu'elle peut faire avec Diddy actuellement. Donc, on peut se demander, à juste titre, qu'est-ce qu'elle fait avec Diddy? Parce que pour Young Miami, tu peux le justifier, hein. Tu peux dire qu'elle est artiste, qu'elle est podcasteuse, consulting un peu, mais ça va être très compliqué d'expliquer pourquoi Daphne Joy a reçu autant d'argent de la part de Diddy. Ça veut dire potentiellement qu'effectivement il fait appel à des escortes. Mais il faut savoir une chose, c'est que les fédéraux ne sont pas sur les côtes de Diddy pour ces histoires d'escortes. Parce qu'en réalité, bon, c'est illégal aux États-Unis, à part je crois à Las Vegas, mais c'est pas un crime qui va mettre Diddy 15 ans en prison, quoi. Tu vois, c'est un délit, je crois. Je vais pas m'avancer, mais c'est pas quelque chose de très grave. Les fédéraux ne le veulent pas pour ça. Ils le veulent pour les agressions sexuelles, les agressions sexuelles sur mineurs, la drogue, etc. Alors clairement sur les réseaux, il est dit que Diddy serait potentiellement le Jeffrey Epstein du hip-hop. Alors pourquoi les gens disent ça? Alors je l'ai un petit peu expliqué plus haut, c'est parce qu'il aurait constitué autour de lui un réseau puissant de gens lui permettant de pouvoir agir en toute impunité grâce à son réseau de personnes dans l'industrie, dans la musique. Donc ça va très haut, ça va jusqu'à Lucian Grange, donc le directeur d'Universal, aux forces de l'ordre, avec Fahim Mohamed, et aussi la justice. Donc il sera en mesure avec tout son réseau de pouvoir agir comme il a envie d'agir sans avoir de sanctions. Et donc c'est ce qui lui permet d'imposer ce qu'il impose dans l'industrie de la musique auprès de certaines personnes, tu vois, des producteurs qui, voilà, qui réclameraient leurs éditions, et ben ils ne peuvent rien faire étant donné qu'il a beaucoup de pouvoir. Pareil avec les artistes, etc. Autour de lui, Christina Koram, qui est son assistante, serait Sage Ghislaine Maxwell, qui est en charge de faire en sorte que Diddy soit toujours défoncé, et aussi en charge de recruter de nouvelles prostituées. D'ailleurs, ce n'est pas la seule à le faire, hein. Rodney Jones a eu aussi ça comme travail, il devait recruter des prostituées. Bref, autour de lui, beaucoup de gens ont dû le faire. Donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a tout un réseau et ça ressemblerait à Jeffrey Epstein. Et aussi, un détail important, c'est que dans les maisons de Diddy, il y aurait des caméras
dans toutes les pièces en vue de filmer toutes les célébrités qui viennent lors de ces grandes fêtes et de potentiellement avoir en vidéo des moments où ces personnalités-là font des choses pas très catholiques, pour rester poli, et pour pouvoir ensuite s'en servir contre eux. Donc c'est comme ça que les choses ont été expliquées dans le dossier, et c'est pour ça que sur les réseaux un petit peu partout, les gens font cette comparaison entre Jeffrey Epstein et Diddy. Et aussi, détail important, les mineurs. Diddy aurait ramené énormément de mineurs dans ses soirées, d'accord? Donc c'est ce qui est, encore une fois, affirmé par ce dossier d'accusation. Après avoir étudié tout ce dossier, je pense clairement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Par contre, je pense que sur la partie Jeffrey Epstein, on est, pour l'instant, des éléments que l'on a sur du sensationnel. Le but, c'est de prendre une personnalité qui est réellement immonde et de l'associer à Diddy pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Et ça marche à merveille. Encore une fois, le dossier d'accusation n'est pas là pour montrer que les choses sont grises et que c'est pas exactement ça. C'est un agresseur, mais pas un agresseur de mineur. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là-dedans. Là, il faut absolument le défoncer. Donc tous les moyens sont bons pour ça. Et pourquoi je dis que tous les moyens sont bons? C'est que dans le dossier d'accusation, comme je l'ai dit plus tôt, tout n'est pas vrai. Alors, je t'ai parlé de Stevie J, par exemple, et je t'ai aussi dit que l'incident au studio Chalice, c'est potentiellement pas ce qui s'est passé. Mais il y a un troisième élément qui, pour le coup, m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est les mineurs, en fait. En réalité, il y a deux filles qui ont été identifiées comme étant des mineurs dans le dossier d'accusation, et l'une d'entre elles a démenti. Elle n'est pas mineure, pas du tout. D'ailleurs, elle s'appelle Chelsea, elle a 33 ans et un enfant. Alors elle a voulu garder l'anonymat, mais par contre, elle a fait une photo avec la même tenue qu'elle portait lorsqu'elle avait Diddy entre ses bras. Donc c'est une combinaison, d'accord? Donc ça, c'est la première fille. Et la deuxième fille, c'est celle qui est à côté de Justin Combs, donc le fils de Diddy qui est aussi dans ce dossier d'accusation. Donc il y avait une fille à côté, donc ça devrait prouver qu'il fait la fête avec une mineure, mais lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux photos qu'il y a eu ce même soir, on se rend compte que cette fille, c'est en réalité Stéphanie Rao, et que Stéphanie Rao, c'est sa copine, et qu'elle n'est pas non plus mineure. Mais encore une fois, dans ce dossier d'accusation, c'est dit que c'était une mineure. Déjà, quand tu vois ces deux éléments-là, ce que tu peux te dire, c'est que la personne qui a monté ce dossier d'accusation, d'accord, Rodney n'était pas tout seul, le but, c'était absolument de nous faire croire, en tout cas, parce que ce dossier d'accusation a été leaké pour qu'on puisse tous le voir, l'étudier, et que je puisse vous faire cette vidéo. Mais en tout cas, c'est là pour nous montrer que Diddy fricote avec des mineurs. Mais sauf que là, pour l'instant, on n'a pas d'éléments, en fait. Donc c'est très compliqué de se dire là, au vu de ce que j'ai, qu'il y a des mineurs. Et encore une fois, c'est une guerre médiatique, on est sur les réseaux sociaux. Il y a eu un article qui est paru sur TMZ. TMZ sont connus pour faire du sensationnel, donc ils relaient absolument tout. Mais personne n'a relayé ça, d'accord? Donc personne n'a relayé ce qui a été dit. Par contre, les gens relaient sans cesse tout ce que 50 publie. Et 50, son ennemi, c'est Diddy, d'accord? Donc il va publier des choses qui sont fausses et des choses des fois qui sont vraies. Mais son but, c'est de le défoncer dans tous les cas. Donc c'est intéressant de voir comment sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui vont circuler plus, qui vont dans le sens de ce que les gens ont envie de penser. C'est-à-dire que Diddy est un agresseur sexuel et un pédocriminel. Mais ça peut être vrai. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments concrets à part les affirmations qui sont dans ce dossier d'accusation. Donc j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler plus tard. Mais pour l'instant, il y a des éléments quand même où tu peux te dire ouais, je peux comprendre pourquoi il n'a pas été encore arrêté. Alors est-ce qu'il va être arrêté dans les jours ou dans les semaines à venir? Peut-être, et je pense qu'il y a quand même des chances, parce que pour faire une descente de cette manière-là chez lui, à la fois à Miami et à la fois à LA, c'est que les fédéraux ont des éléments. Et ces éléments-là, ça peut être des témoignages, des choses comme ça. Mais par contre, les affirmations qu'il y a eu, il y en a qui sont pas encore fondées. Mais on attend de voir, on va avoir plus d'éléments, on va pouvoir analyser. Et pour ce qui est de Jeffrey Epstein, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux, parce que d'un côté, tu as Jeffrey Epstein qui s'est fait un peu de nulle part, hein, on va pas rentrer dans les détails ici, je vous invite à aller voir des documentaires sur lui. Et de l'autre côté, on a clairement Diddy qui fait de l'argent avec l'industrie de la musique et les spiritueux. Donc t'as quelqu'un qui réellement se fait de l'argent et est en train de jouir pour ses propres plaisirs, tandis que de l'autre côté, c'est un peu différent. Et aussi, du côté de Jeffrey Epstein, on a des preuves claires qu'il a fricoté avec plein de mineurs et qu'il les a passés à ses amis très riches. Du côté de Diddy, ça manque quand même d'éléments à ce niveau-là. Par contre, c'est évident qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ces soirées. On ne sait pas encore exactement quoi. Le FBI est en ce moment même en train de checker tous les éléments qu'ils ont pu récupérer, mais ils n'ont rien encore trouvé de probant. On verra ce qui va se faire plus tard. Au vu du bruit que cette affaire a fait, je suis sûr qu'il y a pas mal de témoignages aussi de personnes qui ont vécu des choses dans ces soirées. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont allés à la police pour du coup partager leurs expériences, tu vois, des personnes qui ont potentiellement pas porté
porter plainte ou quoi. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de plaintes qui vont remonter. Donc il se peut aussi qu'il y ait énormément de femmes qui se mettent ensemble et qui décident de dire ouais Didi m'a agressé sexuellement. Bref, là on est vraiment dans une période où tout peut arriver. Par contre le seul truc qui reste assez impressionnant, c'est que Didi ne soit pas encore arrêté. Donc c'est assez particulier. Bon, ici je vais ajouter les éléments qui sont sortis après ma vidéo. Alors tiens-toi bien, il y a un élément qui va te faire câbler. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais ceux qui n'ont pas vu, vous allez être choqués. Croyez-moi, tous les complotistes de mon audience vont être servis. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc Cassie a décidé d'aider le FBI dans son enquête. Alors ça, c'est pas surprenant. Alors effectivement, elle a touché ses 30 millions de dollars, mais elle peut toujours travailler avec le FBI. Le FBI fait absolument ce qu'il veut. Elle a beau avoir signé tous les NDA du monde, si le FBI veut que tu travailles avec eux, tu peux le faire. Et je pense que Cassie, à mon humble avis, a accepté avec joie de travailler avec le FBI. Et à mon avis, ça va beaucoup les aider dans leur enquête. Et étant donné qu'elle a vécu pendant 10 ans avec le bonhomme, donc elle connaît très bien sa manière de fonctionner, ses maisons, etc. Donc à mon avis, il va y avoir pas mal de rebondissements dans les semaines à venir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Christian Combs, l'un des fils donc de Didi, est visé par une plainte pour agression sexuelle. Alors encore une fois, pour le moment, il n'a pas été charged, donc il n'est pas accusé officiellement, mais je pense que c'est très connecté avec l'affaire de son père. On va pas rentrer dans le détail ici parce qu'il va y avoir trop d'informations, mais il se peut qu'on en parle plus tard dans une troisième vidéo. On va laisser un petit peu les choses se passer avant de refaire une troisième vidéo sur Didi. J'ai envie de parler d'un autre sujet. Bon, tous les complotistes de ma communauté, je veux absolument que vous me donniez votre avis sur ce que je vais vous dire là. Alors, il y a un homme en 2018 qui s'appelle Jonathan Audi qui affirmait déjà à l'époque avoir couché avec Cassie et Didi. Il explique très explicitement que c'était un esclave sexuel. On est en 2018, d'accord? Un esclave sexuel, un ancien stripteaseur. The man who allegedly opened fire inside of one of former President Donald Trump's Florida hotels several years ago made some wild statements to law enforcement in his interviews, saying he was a sex slave for Sean Diddy Combs. Donc, comme vous pouvez l'entendre, en 2018, il dit exactement ce que Cassie a dit fin 2023, qu'il était obligé de coucher avec eux, que Didi se masturbait en les regardant, donc c'est exactement ce qu'elle décrit. Donc ça déjà, c'est un truc de ouf. À l'époque, on le voyait comme un ouf, parce que ce gars-là, en fait, il a été arrêté après avoir ouvert le feu dans l'un des hôtels de Trump. En fait, il avait sorti un grand drapeau des US, etc. Donc les forces de l'ordre sont rentrées dans le bâtiment et l'ont mis hors d'état de nuire. Donc il s'est pris 3 balles dans les jambes, je crois. Il a été pris en charge par les services hospitaliers et c'est après tout ça qu'il a déclaré tout ça au FBI et aux services secrets apparemment. Donc il a dit tout ça, à l'époque on l'a vu comme un fou et finalement lorsque tu écoutes son témoignage, il corrobore parfaitement avec celui de Cassie. Il a aussi parlé d'une cassette qu'il aurait eu en sa possession et Didi a voulu récupérer cette cassette parce qu'il pensait que c'était un gars qui allait lui faire de l'extorsion. C'est bien sûr une sextape. Il a aussi parlé de DJ Khaled et de Rick Ross qui seraient eux aussi des gays, tout comme Didi, que l'un d'entre eux supporte, je dirais pas le nom ici parce que ça risque de faire niquer ma vidéo. Bref, il a avancé beaucoup de choses assez folles en l'espace de 7 minutes, donc c'est difficile de tout croire, d'accord, mais il y a des éléments qui corroborent avec la réalité. Donc il est certes fou, mais il semble avoir des informations qu'on n'avait pas. Donc je vais pas trop m'avancer. Et il dit aussi que Didi ferait partie de la branche noire des Illuminati qui s'appelle les Boulets. Et cette branche-là ferait la promotion de la drogue, de l'alcool, via C-Rock, via le hip-hop, etc. Donc c'est un truc de ouf. Et en plus de ça, ce qu'il explique, c'est que Didi ferait venir de la dope via son jet privé et que via là, personne peut vraiment savoir. Et c'est très drôle parce que l'avion privé de Didi a été à plusieurs reprises a été questionné par le FBI, par les services secrets. Donc c'est vraiment une histoire de dingue. Après, il dit aussi d'autres trucs un peu plus fous. Et puis aussi, il dit qu'il a attrapé une MST, qu'il a gagné 5 millions de dollars contre Didi. Donc il y a pas mal d'éléments qui se mélangent. Des éléments qui sont potentiellement vrai. Alors moi je vais vous donner mon avis, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, je pense qu'il a réellement couché avec Didi et Cassie parce que à 6 ans de décalage, quelles étaient les chances que ce témoignage soit le même que celui de Cassie? Donc clairement je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça doit être potentiellement vrai. Est-ce qu'il fait partie d'une branche des Illuminati? Je pense pas qu'il y ait les Illuminati, mais est-ce que Didi fait potentiellement partie d'une confrérie secrète ou quoi? Ça existe les confréries secrètes et ça a toujours existé, donc c'est potentiellement vrai qu'il fasse partie de quelque chose comme ça, mais est-ce qu'il est là pour faire la promotion de la drogue et de l'alcool? Ça c'est à voir, voilà, on va voir ce que ça donne. Justement, je laisse le champ libre à ma communauté de dire ce qu'elle pense de ce qui a été déclaré là.
Donc voilà, moi je vous dépose ça là. Et je vais prendre le temps de faire mûrir tout ça dans ma tête. Et on en reparlera dans un 3e épisode de toute cette affaire. D'accord? Donc on y retourne. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous tiens au courant de ce qui s'est fait. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail. Donc je vais vous demander de mettre un maximum de likes, de commentaires et partager cette vidéo en masse. Et bien sûr, n'oublie pas d'aller te faire plaisir dans la boutique Chain Nation. Comme je te l'ai dit, la collection Stars and Flowers est disponible dès maintenant. Elle va bientôt être sold out. Donc va cop ta pièce. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Un produit acheté, un produit offert. C'est cadeau. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et sur TikTok. On fait des vidéos, on relaie l'actualité. Tout ce qui se passe là, on en parle tout de suite. Donc soyez présents là-bas, je compte sur vous. Et donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers.